France Maghreb 2. Bien le bonjour chez vous, merci d'être avec nous sur France Maghreb 2, c'est votre talk de fin d'après-midi jusqu'à 18h, c'est le LGF, le grand forum en ce mardi 5 septembre. J'espère que tout va bien pour vous, avec pour nous accompagner aujourd'hui notre ami Austin Raz qui est avec nous et de la partie. Salut Austin. Salut Christophe, salut tout le monde. Bienvenue à toi, un programme lourd les gars, avec bien sûr aujourd'hui notre grand quiz tout à l'heure à 17h30, vous le savez. Une paire de Ray-Ban à gagner, offert par Entrevue Optique du côté de Villepinte pour une valeur maximum de 169 €. Franchement, il y a du choix là-bas, c'est mortel. C'est un super cadeau. Donc beau cadeau à vous offrir tout à l'heure. Un grand merci à notre partenaire. Ouais, grave. N'hésitez pas à aller saluer à Villepinte. Ouais. Voilà, Entrevue Optique. Entrevue Optique, Une c'est jeune équipe formidable 27 avenue Édouard Branly à Villepinte. Voilà. Et sur Facebook, donc n'hésitez pas aussi à aller liker leur page, c'est Entrevue Optique IC. Que vous trouverez aussi sur la page du LGF. Voilà, exactement, on vous a partagé, donc allez-y. Bien sûr sur France Maghreb 2, le grand forum jusqu'à 18h avec un programme, je le disais, donc très chargé. On va parler dans un premier temps et tout à l'heure sur France Maghreb 2 à 16h30, notre premier sujet. Pas de détention administrative finalement pour Salah Hamouri. Le franco-palestinien purgera un reliquat de 3 mois de prison, incarcéré pendant 7 ans pour terrorisme dans le passé. Salah Hamouri est soupçonné par Israël d'avoir renoué avec des organisations illégales. Et à ce titre, nous aurons tout à l'heure son épouse, Madame Elsa Lefort, qui sera avec nous tout à l'heure à 16h30 pour nous donner des nouvelles de Salah Hamouri en exclusivité pour vous, pour le LGF et France Maghreb 2. À 17h, autre invité, Abdelrahim Bouzelmat, qui est un professeur dans le quartier nord de Marseille. Il va tenter de nuancer les propos d'un certain Bernard Ravet, auteur de Principal de collège ou imam de la République. Il dénonce en effet dans son livre l'islamisation des élèves. On y reviendra. Abdelrahim Bouzelmat qui est aussi auteur de nombreux livres sur l'histoire de l'Andalousie qui sont qui sont plus intéressants à lire que celui de l'autre. Voilà. Oui, c'est clair. En tout cas, il répondra à nos questions. Faut-il s'en inquiéter de cette islamisation selon Bernard Ravet? On écoutera donc les réponses tout à l'heure de monsieur Abdelrahim Bouzelmat qui sera avec nous du côté de Marseille puisqu'il est prof dans les quartiers nord. Et puis, bien sûr, vous le savez, on parlera aussi, si on a le temps, mais je l'espère, un petit peu de foot puisque c'est la suite donc des qualifications pour le mondial 2018. Et résultats et programme des éliminatoires. Donc, vous êtes sûr que vous voulez en parler? On en parlera tout à l'heure avec l'Algérie qui visiblement a perdu sa place au mondial. Elle jouera quand même ce soir, l'Algérie, le Maroc qui est bien parti, ainsi que la Tunisie. Voilà. Donc au moins peut-être 2 équipes du Maghreb au mondial. C'est déjà un bon truc. C'est déjà pas mal. Alors, voilà pour le programme, ma foi très sympathique. Ton programme à toi, mon cher ami Austin, dans ton avis tranché. Alors, mon avis tranché, on va parler d'un article que j'ai pu lire aujourd'hui dans Libération. Ouais. Il faisait la une de Libé, justement, une enquête de 4 pages, justement, sur les malversations qu'il y a eu à Orly, dans l'aéroport d'Orly, entre un directeur d'une boîte de sécu, de sûreté d'Orly, et un responsable des services de sécurité de l'État, quoi, à Orly. Donc, on va en discuter tout à l'heure. Très bien. Ton coup de cœur? Mon coup de cœur, on va parler d'un événement qui se passe à Ivry ce week-end, dimanche. Ah, Ivry 91? Oui, non, Ivry 91. Ivry 94. Exactement. Très bien. Merci. Et puis, dans la playlist de la team LGF, que tu nous as choisi un titre? Alors, ouais, on va écouter le son de Boy Barbetta. Ouais. On va aller du côté de Garches-Sarcelles, vers chez moi. Yes. C'est un son qu'il avait sorti vraiment pour le kiff comme ça pendant l'été 2014. Au moment des bombardements de Gaza, ça s'appelle La violence des hommes et je le dédierai aujourd'hui à toutes les minorités persécutées dans le monde et en particulier à la Birmanie, au Rohingya. D'ailleurs la Birmanie et le Rohingya à qui nous consacrerons une grosse partie demain après-midi avec à 17h invité donc une association qui milite pour les Rohingyas. Tout à l'heure on essaiera aussi d'avoir de quelqu'un sur le terrain. Bref, on fera un gros focus sur les Rohingyas et je précise aussi aux auditeurs que 17h jeudi on parlera de Levothyrox, ce médicament pour la thyroïde qui a changé un petit peu la formule. Du coup, il y a des conséquences chez ceux qui prennent ce médicament. Nous sommes avec une endocrinologue, le docteur Karcha, qui sera notre invité. Dans un instant, direction Jérusalem pour parler de Salah Hamouri, avec au téléphone avec nous son épouse Elsa Lefort pour nous donner des nouvelles de Salah Hamouri sur France Maghreb 2. On va s'intéresser à ce grand monsieur qui a déjà fait 7 ans
de prison pour terrorisme, bien entendu. Il a évidemment tout nié en bloc, mais vous connaissez un petit peu les pratiques de la plus grande démocratie du Moyen-Orient, à savoir Israël. C'est d'emprisonner les gens sans chef d'inculpation, ce qui est le cas d'ailleurs pour lui. Il lui reste 3 mois de prison à faire en Israël, donc Salah Hamouri, son épouse, avec nous pour témoigner dans un instant. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous ce mardi après-midi avec Cosinara sur France Maghreb 2, bien sûr, avec vos appels au 01 40 33 9000 pour réagir, bien sûr, dans cette émission. N'hésitez pas, vous êtes évidemment les bienvenus. Et puis, je vous rappelle donc que tout à l'heure, à 17h30, eh bien, c'est notre jeu, le quiz du LGF, avec à vous offrir tout au long de cette semaine, eh bien, une paire de Ray-Ban, superbe paire de Ray-Ban offerte par Entrevue Optique du côté de Villepinte dans le 93 au Sine. Oui. Direction, messieurs dames, Jérusalem. La saga judiciaire, on peut parler de saga judiciaire de Salah Hamouri qui se poursuit. Soupçonné d'avoir renoué avec des organisations politiques illégales. Le franco-palestinien a été arrêté par l'armée israélienne à son domicile de Jérusalem-Est le 23 août. La semaine dernière, le ministère de la Défense l'avait placé en détention administrative pour 6 mois. Ce matin, la justice a finalement décidé qu'il purgerait 3 mois de prison. C'est le reliquat de sa peine avant sa libération dans le cadre de l'échange de prisonniers avec le soldat Gilad Shalit en 2011. Salah Hamouri a déjà passé 7 ans dans les geôles israéliennes, accusé d'avoir projeté d'assassiner le rabbin le plus influent d'Israël, ce qu'il a toujours nié. Sa famille et ses avocats dénoncent un acharnement judiciaire et demandent aux autorités françaises d'intervenir. 3 mois de prison pour Salah Hamouri, donc c'est en fait la peine qui, je répète, c'est important de comprendre, qui lui restait avant sa libération anticipée dans le cadre donc de l'échange de prisonniers avec Gilad Shalit. C'était en décembre 2011. Pour ça, Francis, l'avocate du jeune franco-palestinien, il s'agit surtout de le laisser en détention à tout prix. C'est la première fois qu'un juge décide de prendre en compte un reliquat de peine. Dans tous les cas, Salah reste en détention et en fin de compte, c'était leur objectif depuis le début, car depuis son arrestation et son interrogatoire, ils n'ont jamais formulé d'accusation claire ou présenté de preuves contre lui. Alors, Salah Hamouri est soupçonné d'avoir renoué, je le disais tout à l'heure, avec une organisation politique illégale, ce qu'il nie. Et son père, Hassan Hamouri, demande aux autorités françaises de faire pression sur Israël. Les Français doivent se montrer durs envers Israël. Le président, le ministère des Affaires étrangères et le consulat doivent bouger maintenant. Nous n'avons plus le temps, sinon cette longue histoire ne va jamais se terminer. Salah Hamouri donc risque toujours d'être placé en détention administrative, un régime de détention sans inculpation ni jugement, condamné par la France et l'Union européenne. Voilà sur ce que l'on pouvait dire donc sur cette saga judiciaire qui concerne Salah Hamouri. Ton avis, Ossine, sur le sort de Salah Hamouri qui a déjà passé 7 ans de prison, que l'on a arrêté encore sans aucun chef d'inculpation. Ce sera déjà d'une pour lui, c'est pas la première fois, comme tu viens de l'indiquer. Et puis on a tellement d'autres qui ont des détentions arbitraires. Il y en a, ça se compte en centaines là-bas en Palestine. Sur Salah Hamouri, il y a un point essentiel aussi, c'est que quelques semaines avant son arrestation, il avait acquis, je crois il s'était inscrit au barreau de là-bas, de Jérusalem, je crois, un truc comme ça. On demandera à sa femme, mais il venait d'avoir son diplôme d'avocat, etc. Donc c'est encore une arrestation arbitraire. Ils veulent faire du mal, alors que je pense que Salah Hamouri, il a aucun lien avec ces organisations-là. Il est mieux plus diplomate que tout ça, etc. Et ça leur fait mal parce que c'est un danger pour eux. Mais on va en parler avec sa femme et ça va être plus intéressant. Elle est avec nous. Elle s'appelle Elsa Lefort, épouse de Salah Hamouri. Bonsoir Elsa. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Le sort Merci pour votre invitation. De votre époux continue de faire l'actualité, mais j'allais dire pas des grands médias français. C'est un triste constat. Cependant, Salah Hamouri, on le connaît, pour ceux qui évidemment s'intéressent de près à la Palestine, à cette cause palestinienne, enfermé, je le disais, pendant plus de 7 ans dans les geôles israéliennes. Et puis rebelote, c'est de nouveau la casse-prison pour Salah Hamouri. D'abord, première question, comment va-t-il ? Le consul général et le consul adjoint ont pu le visiter ce dimanche. Donc il va bien. Je pense qu'elle a toujours un moral
face à toutes les épreuves, face à l'acharnement de l'occupant, Salah a toujours, comme d'ailleurs beaucoup de Palestiniens, de Palestiniennes, a toujours le sourire, la détermination et sa conviction se renforce chaque jour. Je pense que plus l'occupant essaye de l'affaiblir, plus il se renforce. Elsa, comment vous expliquez ce silence médiatique qui s'opère depuis plusieurs années maintenant en France, occultant complètement le sort et le cas de ce rappelons-le, franco-palestinien, Salah Hamouri? Malheureusement, c'est vrai que les grands médias en fait s'intéressent peu, ils sont peu intéressés à sa première incarcération entre 2005 et 2011, et là ils s'intéressent un peu plus, on va dire cette fois-ci. Peut-être que ça commence à faire beaucoup, peut-être que c'est peut-être un peu trop, et du coup il commence à avoir une réaction, mais c'est vrai que on va dire les médias mainstream sont assez silencieux sur son cas. Maintenant, vous connaissez mieux vos confrères que moi. Le problème n'est pas que concernant Salah. Dès que ça touche à la Palestine, dès qu'il y a une dénonciation des agissements de l'occupant israélien, les médias sont muets. J'allais dire timides, mais en fait ils sont même muets. Donc voilà, malheureusement c'est quelque chose, d'une attitude qui est assez générale, quoi. Est-ce qu'après ce énième épisode pour Salah Hamouri, il entrevoit de quitter définitivement la Palestine? Non, il quittera jamais la Palestine. Et il n'a pas à quitter sa patrie, il n'a pas à quitter sa ville, il n'a pas à quitter ses amis, ses racines. Maintenant vous posez la question. Alors oui, c'est clairement le but des autorités israéliennes. Hein. C'est un acharnement contre lui, mais il s'acharne tous les jours contre des milliers de Palestiniens et Palestiniennes. Parfois ils arrivent à les décourager, à faire en sorte que les gens s'exilent, parce que c'est vrai que c'est pas tous les jours simple. Vous l'avez dit, donc en fait oui, il a obtenu le barreau palestinien juste 3 jours avant de se faire arrêter. Donc vous pouvez imaginer que c'est l'accomplissement d'études après, en plus il a pris ses études après avoir été en prison. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais et puis c'est d'autant moins facile que les autorités israéliennes l'avaient interdit de se rendre en Cisjordanie pendant toute une période, et son université est en Cisjordanie. Donc le but était clair, c'était vraiment de l'empêcher d'étudier. Par la suite, moi, j'habitais à Jérusalem-Est avec mon époux, et en fait, ils ont fini par m'expulser en France, alors que j'étais enceinte de 6 mois, et je suis à ce jour toujours interdite de rentrer chez moi à Jérusalem. Donc clairement tout cet acharnement est fait pour pousser Salah à partir, mais Salah ne partira pas. Il faut bien que les autorités israéliennes comprennent que ils peuvent lui taper dessus, mais il est prêt. Il sait très bien quels sont les risques en voulant rester sur la terre de Palestine. Il sait très bien quels sont les risques en s'engageant en tant qu'avocat défenseur des droits de l'homme. Il sait tout ça, et il est prêt à payer le prix. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, même s'il est privé de liberté, il a toujours le sourire, et qui sait que la cause qu'il défend est juste et noble. On peut véritablement parler aussi, amis auditeurs, auditrices, d'un véritable acharnement concernant Salah Hamouri, empêché de faire ses études. Son épouse, donc enceinte, Elsa, vous avez été expulsée sur quel motif? En fait, les autorités israéliennes ont prétendu que j'étais un danger pour la sécurité de l'État israélien. Donc ils m'ont mis 3 jours en détention, et ensuite ils m'ont expulsé vers la France. Le dossier est vide, comme celui de Salah. En fait, c'est des dossiers vides qui sont classés secrets, mais
Mais voilà, il y a rien de plus que la dangerosité supposée d'individus face à un État colonial. Est-ce que vous avez sollicité les autorités, compétentes ici en France, les députés, les personnalités qui sont habilitées à pouvoir agir dans ce dossier? Que vous ont-ils répondu? Alors, la maire de Salah a, elle, contacté les autorités françaises en Palestine. Donc Salah bénéficie de la protection consulaire là-bas. Nous ici, on a contacté les autorités, les plus hautes autorités de l'État, donc aussi bien le ministère des Affaires étrangères, mais également le président de la République, puisque faut rappeler quand même que l'ordre qui plaçait Salah en détention administrative a été signé par Avigor Lieberman, donc le ministre de la Défense israélien. Le sulfureux ministre de la Défense, oui. Voilà, donc à une décision hautement politique comme celle-là, on va pas y aller par quatre chemins. Il faut une réponse hautement politique et des plus hautes autorités de l'État. Sauf qu'elle peine à venir. Elle peine à venir et peut-être qu'elle ne viendra pas par peur, justement. Quand on voit par exemple que le ministre de l'économie est parti en Israël, Bruno Le Maire, demandant de renforcer les liens économiques entre les deux pays, puisque ce dernier juge qu'il n'y en a pas assez, on se dirige pas franchement vers une sortie de vous concernant, Elsa. Faut être tout à fait clair. Oui, après, moi je pense qu'il faut quand même qu'on agisse ici et qu'on mette les autorités françaises à leurs responsabilités. Bien sûr. Un citoyen, il est palestinien, mais il est également français parce que sa mère est française. Oui. Donc le président Macron n'hésite pas à titiller les autorités turques actuellement pour obtenir la libération de son citoyen qui est enfermé là-bas. Exact. Voilà, donc nous on ne demande pas plus, on demande juste que Salah soit défendu comme n'importe quel autre citoyen français. Est-ce qu'il y a une pétition qui circule actuellement sur Internet, que vous avez peut-être, vous êtes à l'origine ou pas, enfin, de quelqu'un qui peut-être s'occupe de cette affaire pour justement, ça peut aussi aider de mettre une pétition en ligne pour demander la libération et surtout l'implication des autorités françaises d'un des leurs, parce qu'on rappelle que Salah Hamouri est français, donc à ce titre, il se doit d'être défendu par le pays qui est le sien, à savoir la France. Est-ce qu'il y a une pétition ou pas? Oui, exactement. Il y a une pétition sur Sign It. Vous pouvez retrouver toutes les informations du coup sur la page Facebook du comité de soutien qui s'appelle la page s'appelle Liberté pour Salah Hamouri. On va la partager sur la page France Maghreb 2. Sur cette page. On va partager ça sur la page France Maghreb 2. Comptez sur nous. En ce qui vous concerne, Elsa, d'un point de vue un peu plus personnel, ça doit être compliqué, difficile de ne pas avoir de contact ni même de relation avec votre mari. Oui, c'est sûr que c'est compliqué, c'est dur, mais je puise dans sa force mentale pour me battre, pour ne pas le décevoir, voilà, pour être à la hauteur de lui. Il est privé de liberté et il reste fort et digne. Donc moi qui ne suis pas privé de liberté, mis à part la liberté de vivre en Palestine, mais moi qui suis dehors, je me dois d'être à la hauteur de son combat. Et vous le faites super bien. Bravo en tout cas et félicitations Elsa. Vous allez justement mettre au jour, je crois, un petit Salah ou une petite Elsa bientôt? Ah non, il est déjà né il y a longtemps. Ouais. D'accord. Et il a pu évidemment le voir. Oui, en France. Ouais. Il a pu le voir en France. Ouais. Donc Salah Hamouri qui se retrouve non seulement privé de son épouse, mais j'allais dire de son enfant, ce qui est encore plus, encore plus grave. Qu'avez-vous à dire là sur France Maghreb 2 aujourd'hui, en ce mardi 5 septembre, aux autorités françaises? On sait que quelques-uns d'entre elles nous écoutent, donc allez-y, profitez-en, Elsa. Eh bien, moi, ma requête, elle est toujours la même. Moi, je leur demande de libérer mon époux. J'ai lu lors du point presse du MAE d'hier que ils affirmaient faire des démarches pour que je puisse aller visiter mon époux en prison. Ouais. Ça veut dire ils admettent que mon époux va rester en prison. Ouais. Moi, c'est pas ma demande. Ma demande, c'est qu'il soit libre. Il y a aucune autre demande. Et j'aimerais bien moi, j'ai presque aucun retour de leur part, si ce n'est par les médias. Nous,
moi je demande que les autorités libèrent Salah. C'est tout ce que je demande. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a rien d'autre. Et il n'a pas passé une journée de plus en prison. Il en a déjà fait suffisamment dans sa vie. Donc maintenant, voilà, c'est la seule chose que. 32 ans, hein, Salah Hamouri, 32 ans, il a. Ouais. Ça fait quand même beaucoup. 7 ans de prison, plus qu'il est en train de faire en ce moment, pour un jeune âge, pour un monsieur cultivé, franco-palestinien, avocat, qui vient d'être donc avocat. Elsa, moi je vous propose un truc. C'est qu'on se donne rendez-vous ici dans les studios de France Maghreb 2 avec Houssine, avec vous et Salah. Ouais, ça voudra dire qu'il sera libre. Le plus tôt possible, j'espère. Ça voudra dire qu'il sera libre, ça voudra dire qu'il pourra aussi venir témoigner, parce que c'est important, c'est un devoir aussi de sa part de venir témoigner de la condition d'incarcération des Palestiniens dans les prisons israéliennes qui est des plus déplorables, des plus inhumaines. Donc je vous donne rendez-vous en espérant que ce soit le plus rapidement possible. Un dernier mot, Elsa, sur pour les auditeurs qui, pour la plupart d'entre eux, en tout cas ceux qui sont à l'écoute du Grand Forum et de France Maghreb 2, sont évidemment suivent de très près cette cause palestinienne. Ils sont sensibilisés. Que peuvent-ils faire pour vous aider, Elsa, pour aider la famille de Salah Hamouri? Eh bien, bien sûr, ils peuvent interpeller leurs représentants, c'est-à-dire leurs députés, même tous les élus en fait. Donc les interpeller pour que eux-mêmes fassent pression sur aussi bien le président ou le ministère des Affaires étrangères. Voilà. Après, nous, on met en place un comité de soutien, donc on va diffuser de l'information. Donc bien sûr, relayer l'information, faire connaître cette injustice au plus grand nombre. Voilà, nous rejoindre si les gens, parce que du coup il y a des rassemblements qui s'organisent un peu partout en France et peut-être bientôt également en Belgique. Voilà. Donc bien sûr nous rejoindre. Il y a une bataille à mener pour que Salah soit libéré au plus vite. Donc toutes les bonnes volontés sont les bienvenues et du coup voilà, faut pas hésiter à nous contacter à travers la page que vous allez partager sur oui, votre on rappelle la page Facebook pour ceux qui nous écoutent là maintenant, qui veulent y aller. La page Facebook c'est Liberté pour Salah Hamouri. Liberté pour Salah Hamouri. Je compte sur vous, chers amis auditeurs, tous et toutes, pour aller liker la page et surtout pour partager aussi de votre côté, parce que chacun et chacune a ce devoir, a cette possibilité de partager sur ses réseaux sociaux, d'interpeller au travers aussi des réseaux sociaux votre député, de courrier, d'envoyer aussi un courrier au président de la République, c'est gratuit, n'hésitez pas. Et c'est que par la pression que ça va finir par payer, on espère le plus vite possible pour que Elsa et pour que l'enfant de Salah Hamouri puisse revoir son papa et que Salah puisse retrouver la liberté. Et à ce titre, venir dans les studios de France Maghreb 2. Elsa, je vous donne rendez-vous. J'espère que vous viendrez le plus vite possible. Au plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup, Elsa. Merci beaucoup. Et bon courage. Bon courage. Bon courage à vous. Et il y a énormément de monde derrière vous. Vous inquiétez pas. Beaucoup de monde. Ouais. Merci beaucoup, merci Elsa. Merci à tous. Merci à toutes et tous. Merci. Voilà. Elsa Lefort, épouse de Salah Hamouri, avec nous sur France Maghreb 2. Je pense qu'il y a pas d'autre mot que d'espérer au plus vite. Mais quand je l'entends, quand j'entends Elsa, en fait, à travers elle, on comprend que derrière, il y a quelqu'un de très fort, quelqu'un mentalement et il est costaud et j'en doute pas. Moi, j'ai pas l'impression que directement ils lui font du mal, mais ils le renforcent à la Hamouri là-bas. Comme elle a dit, il sort, il fait ses études, il est au barreau, il devient avocat. Tout ça, ça leur fait mal et cette force mentale aussi, ça leur fait mal. Et comme on l'a vu, de le détenir, dire qu'ils vont le détenir encore que 3 mois, c'est ridicule. Ça prouve bien là qu'ils ont vraiment rien contre lui, qu'ils essayent de mettre de la pression mentale à travers l'interdiction à sa femme de revenir à Jérusalem, mais aussi maintenant la pression physique, puisque maintenant il l'enferme, mais seulement pour 3 mois, et je sais que ça va le renforcer. Surtout s'il sait qu'il est autant soutenu dans le monde, voilà. J'espère pour lui qu'il aura du courage. Bon courage à lui, à Elsa, à ses parents, à son enfant. Voilà, et espérons qu'il retrouve la liberté le plus rapidement possible. Ça commence à suffire, cet acharnement sur un seul homme. Mais j'allais dire, au-delà d'un seul homme, c'est toute une population, tout un peuple qui est persécuté, qui est persécuté, jusque dans leur intimité. Et voilà, ça continue, toujours sous un silence aveugle.
de la communauté internationale. C'est ça le plus triste et que l'on a du mal à comprendre. 01 40 33 9000. Voilà, beaucoup d'émotions en tout cas en écoutant Elsa et on espère qu'elle a l'air de tenir bon. Voilà, ça doit pas être facile. Voilà, vous imaginez, vous avez tranquille votre époux, votre épouse en rentrant ce soir à la maison, votre famille réunie. Cette famille est déchirée depuis de nombreuses années et ça continue. Voilà, il reste quand même debout, tel des grands hommes. Alors, on va passer maintenant, si vous le voulez bien, avant de recevoir un autre invité tout à l'heure à 17h, Abdelrahim Bouzelmat, qui est professeur dans les quartiers nord de Marseille, pour réagir à un livre qui s'appelle Principal, collège au imam de la République, qui est écrit par Bernard Havé, où il dénonce dans ce livre l'islamisation des élèves. On parle des écoles, ça tombe bien. Monsieur Bouzelmat tente à y apporter quelques nuances quand même. En tant que prof, il connaît bien un petit peu le secteur. En plus, en travaillant en zone prioritaire, donc plus dans les quartiers nord de Marseille, il pourra ainsi nous éclairer. Pour ce qui est du zapping, mon cher ami Houssine, pour commencer, des images d'horreur qui nous emmènent maintenant en Birmanie, avec des images très peu médiatisées, un reportage de France 2 quand même, qui nous raconte le calvaire de ces Rohingyas, cette minorité musulmane la plus persécutée au monde. Sous la pluie, dans la boue, à travers les rizières, ils sont des milliers de musulmans Rohingyas à fuir à pied vers le Bangladesh. Par famille entière, les plus jeunes dans les bras, les anciens sont eux transportés avec les moyens du bord. Une fuite éperdue qui vide les campagnes du nord-ouest de la Birmanie. Au loin, des panaches de fumée signalent des villages qui brûlent. Près de 3000 maisons ont été incendiées. Les militaires et la police ont encerclé notre village. Ils ont ensuite commencé à tirer sur les habitants. Hommes, femmes, enfants. Ils n'ont épargné personne. 300 sont morts et 55 blessés. Certains ont pu fuir par les rizières. J'entends encore leurs cris dans mon cœur et mes oreilles. Nous avons vraiment peur. On ne se sent plus en sécurité maintenant. La région s'est embrasée après l'attaque il y a 8 jours de 30 postes de police par la toute nouvelle rébellion Rohingya qui veut défendre les droits de cette minorité musulmane persécutée par le pouvoir. L'armée et la police birmane ont lancé une vaste opération ciblant les villages et les camps Rohingya. Les combats auraient fait selon l'armée 400 morts en une semaine. Si 60 000 personnes ont réussi à passer la frontière du Bangladesh, 250 000 déplacés sont privés de toute aide alimentaire et humanitaire. La région est bouclée, interdite à la presse. Seuls les cadavres qui s'échouent côté Bangladesh confirment la violence et les exactions qui se commettent dans cette région du monde. Une situation des plus dramatiques qui nous emmène donc en Birmanie à la rencontre de ce peuple, les Rohingyas, qui essaie de fuir, bien sûr, avec toutes ces maisons brûlées, ces villages brûlés aussi. La situation des Rohingyas connaît une situation des plus dramatiques en ce moment. Ouais, et là encore, sous un silence international. Et malgré tout, sous un silence international, parce que les Rohingyas, c'est pas depuis aujourd'hui qu'ils souffrent. Ça fait longtemps qu'on tire la sonnette d'alarme à travers le monde entier. On l'avait vu dans un pays voisin avec l'enfermement de Moussa, Ibn Yacoub. Sa lutte, c'était celle-là. Même pendant son enfermement, il clamait la lutte de ce peuple, de cette minorité qui était persécutée. Nous-mêmes, jeunes dans les quartiers partout en France et dans d'autres pays, on alerte, on a essayé d'alerter depuis des années sur cette communauté-là qui se fait maltraiter. Au lieu de parler je sais pas, aucun État n'a donné de parole par rapport à ça. Au contraire, ils ont donné le prix Nobel à justement, comment elle s'appelle, j'arrive jamais à dire son nom, voilà, ouais. Elle. C'est tout l'inverse. D'ailleurs, la vidéo d'Abdel en vrai sur ce sujet, elle est très pertinente. Oui, je vous la conseille, vraiment très pertinente effectivement. En tout cas, sachez que demain on fera un focus sur le sort des Rohingyas pour essayer de médiatiser un petit peu ce qui se passe les concernant avec Sakina de l'association AMEB et j'espère d'autres invités donc demain à 17h pour parler donc du sort des Rohingyas sur France Maghreb 2. Suite du zapping juste après la pub, l'avis tranché de Houssine qui va aussi nous emmener du côté d'Orly, c'est ça? Ouais, Orly, voilà. On va pas prendre l'avion, mais presque. Ouais. Et on sera avec Abdelrahim Bouzelmat tout à l'heure, prof dans les quartiers nord de Marseille, pour parler donc de ce livre qui est sorti, qui alerte sur l'islamisation des élèves au sein des collèges particulièrement.
Ça a été écrit le pire par un principal de collège. On y revient avec lui tout à l'heure. Évidemment, vos réactions 01 40 33 9000, 06 18 21 56 41. Et toujours, cette paire de Ray-Ban, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, a gagné dans le quiz du LGF tout à l'heure à 17h30. LGF, le grand forum avec notre ami Osinras qui est avec nous sur France Maghreb 2 dans cette émission. Bien sûr, sur France Maghreb 2 avec bien sûr dans un instant donc Abdelrahim Bouzelmat pour parler de la situation des élèves qui selon un certain proviseur de Marseille, ces jeunes seraient tentés par l'islamisation. On tentera un petit peu de nuancer les propos de ce monsieur au travers de ce livre sorti quelques jours avant la rentrée. Sinon, suite de notre zapping, mon cher ami Ossine, pour parler notamment donc de Emmanuel Macron maintenant, puisque le président s'est montré agacé hier lors sa visite dans une école à Forbach, en Moselle, quand des journalistes de France 2 ont interrogé sur son mode de communication, le reprochant de s'intéresser trop à eux-mêmes et pas assez au pays. Macron répondait à une équipe de complément d'enquête de France 2 venue l'accompagner à Forbach pour préparer un sujet sur la communication du président. Écoutez. Mais les journalistes ont un problème. Ils s'intéressent trop à eux-mêmes et pas assez au pays. Et encore une fois, je pense qu'il y a plein de journalistes. Mais bon, parlez. Mais donc parlez-moi du problème des Français. Là, ça fait 5 minutes que vous me parlez, vous ne me parlez plus de problème de communication, des problèmes de journalisme. Vous ne parlez pas de la France. Est-ce que tu partages l'avis d'Emmanuel Macron? Les journalistes ont-ils un problème concernant la communication d'Emmanuel Macron? Voilà, c'est ce qu'il dénonce en disant aux journalistes, vous vous intéressez pas du tout à la France, plutôt que de s'intéresser à ma communication. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Il a pas tort, parce que c'est ce que souvent nous les citoyens on dit, et il s'intéresse souvent aux mauvais problèmes ou pas assez à l'intérieur du vrai problème. Mais là, pour le coup, Macron, c'est vrai qu'il a une communication très fermée. D'après les dires de beaucoup de journalistes, je pense pas que cette fronde des journalistes elle est anodine. Il y a vraiment une fermeture, on l'a prouvé par rapport à ses premiers voyages où il invitait très peu de journalistes avec lui. La communication elle est très ciblée, ils sont autour de communicants et de médias qui sont très proches de lui pour leur donner des petits scoops, etc. Moi je pense qu'on peut le reprocher parce que là il fait du Macron. Il fait du République en marche, mais il fait pas du président français. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment un groupe qui est aux commandes. C'est l'impression que j'ai, c'est une impression très dégueulasse que j'ai du gouvernement français en ce moment. Je te dis la vérité. Hein. Et donc, dans ces cas-là, c'est pour ça que malgré que je suis une grosse critique des médias, surtout les médias de masse, mais là, pour le coup, oui, c'est vrai on dirait qu'ils ont des choses à se cacher. Ils travaillent contre eux. On peut pas dire le contraire. Hein. Alors, dans notre zapping aussi, une rentrée non sans conflit social. Un mouvement de grève, en effet, a touché plusieurs écoles de l'agglomération de Lyonnaise. Et c'est justement la réforme en cours préparatoire qui était évoquée par Emmanuel Macron qui est au cœur des revendications. Les enseignants dénoncent en effet des suppressions de postes dans le cadre de cette réforme qui concerne le réseau d'éducation prioritaire renforcé. Alors, quoi qu'il en soit, quelle ne fut pas la surprise des parents d'apprendre ce mouvement de grève dès la première journée de classe. Écoutez plutôt cet échange entre un père de famille et une institutrice de Vaux-en-Velin. L'école elle est fermée, tous les enseignants sont grévistes à l'école. Ça n'a pas commencé l'année, c'est déjà la grève. Eh ben, vive la France. C'est pour les élèves. Waouh, ça c'est le premier jour de la rentrée, j'ai jamais vu ça. Par rapport à la mise en place justement des CPA12 sur le fait que du coup on perd beaucoup de moyens à côté de ça pour les CE1, les CE2, les CM1 et les CM2. Premier jour de la rentrée, c'est un peu bizarre quand même. Hein. Au moins une semaine qu'ils laissent les enfants rentrer, prendre leur marque, après s'ils veulent faire, oui. Mais là, dès le premier jour comme ça, c'est très très raide. Ouais. Ah, j'adore. Donc ce père de famille qui tombe de haut en apprenant la fermeture de l'école de son fils en raison donc d'un mouvement de grève près de Lyon. Échange recueilli par Europe 1, mon cher Ossine. C'est relou, hein. Ouais. Ils pensent jamais à ça, on dirait. Ils pensent jamais aux parents, au cercle familial. On en parlait la semaine dernière par rapport à ça. Je vous avais prévenu qu'il y allait avoir beaucoup de grèves. Là, il y a aussi des lycées ou des collèges, je crois que c'est plus des primaires, qui ferment par nécessité parce qu'ils n'ont pas assez de professeurs. En fait, c'est pas de leur faute, ils peuvent pas ouvrir parce qu'ils avaient que 2 ou 3 professeurs présents dans le 93. Je comprends pas trop la situation en France. Pourquoi il y a des profs absents? Pourquoi il y a un manque de professeurs? Moi, c'est ça la question que je me pose.
Et puis pour finir ce zapping, sur le front de la rentrée sociale cette fois-ci, le premier grand rendez-vous de plusieurs syndicats, ce sera la journée du 12 septembre avec la manifestation contre la réforme du Code du travail. Rappelons que le défilé ne sera pas unitaire, Force ouvrière notamment et la CFDT n'appellent pas à manifester. Et puis côté politique, eh bien c'est le Parti socialiste qui hier soir devait se prononcer sur le sujet. Le bureau national était réuni en effet pour adopter une position claire. Et après près de 3 heures de discussion, eh bien la décision a été prise de rejoindre le mouvement François Calfon, conseiller régional d'Île-de-France et membre de la direction collégiale du Parti socialiste. Constatant unanimement que l'ensemble des élus, des militants socialistes étaient finalement dans l'unité, dans cette opposition à la loi travail, il nous a semblé nécessaire finalement d'accroître la mobilisation. C'est pourquoi le Parti socialiste a décidé de participer à l'ensemble des mobilisations à vocation unitaire qui seront proposées. Parmi toutes les autres mobilisations, le PS, puisque c'est la première mobilisation, participera à la manifestation du 12 septembre. Le PS donc, les choses sont dites, c'était François Calfon, membre de la direction collégiale du Parti socialiste, qui nous donnait son avis là-dessus. C'est quoi le 12 septembre, excuse-moi ? Une journée de manifestation. D'accord. Voilà. Mon cher aussi, avant de retrouver notre deuxième invité, on va passer à ton avis tranché et direction pour se faire Orly. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors piétinez-moi, allez-y. Et c'est un article paru dans la presse française Libération ce matin qui t'a mis la puce à l'oreille. Ouais, exactement. Après, moi, je vous invite à y revenir et à faire votre propre avis sur cet article. Je vais en parler rapidement, à ma manière. Donc voilà, ce matin, j'étais au café et puis je tombe sur la une de Libération. Donc je me saisis du journal et je vois quoi en une ? Le titre c'est « À Paris, un trafic de fiches S à destination du Maroc ». Et puis en ouvrant Libération, je vois qu'ils ont carrément fait une enquête de 4 pages. Alors là, je me dis c'est assez intéressant. Bah oui, parce que l'affaire, elle concerne 2 personnes en particulier, même 3. Le capitaine Charles D, c'est comme ça qu'on l'appelle dans Libération, c'est un des responsables de l'unité d'information de la police aux frontières à l'aéroport parisien d'Orly depuis 2014. Okay. Donc en fait, il a eu beaucoup de problèmes déjà par le passé. Donc en fait, c'est un poste placard. Ils l'ont mis là-bas à Orly, bien avant les attentats de 2015, etc. Cette personne, elle est originaire du Zaïre. C'est un asile politique dans les années 80. Puis il est rentré dans la police et il a fait ses armes en montant petit à petit. Aujourd'hui, il se retrouvait entre guillemets au placard. Parce que pour lui, c'était un poste d'information très clé où il devait soutirer des informations par rapport aux personnes qui arrivaient à destination de plusieurs pays à risque. Suite aux affaires terroristes afin de mener les enquêtes, etc. et de remonter les informations. Suite à ça, il fait connaissance d'une personne, un directeur d'une agence de sûreté à Orly. Donc c'est ces agences, ces sociétés de sécurité aéroportuaires qui fonctionnent comme à Roissy. Cette personne est originaire du Maroc. Et puis elle est directeur de cette société-là. Petit à petit, ils font connaissance et puis ils se créent des liens entre eux. Pas via l'échange de bons procédés, à travers des informations qui se soutiraient les uns des autres. Alors Charles, lui, le capitaine de police, il rentre en contact avec ce jeune Marocain à la base pour essayer de lui soutirer des informations, ni plus ni moins. Mais au final, on se rend compte que justement, ce jeune directeur d'origine marocaine arrive à prendre le dessus sur ce capitaine et commence à lui inviter à des voyages au Maroc, tout frais payés pour lui et sa famille. Et puis on découvre aussi durant les premiers mois en 2014-2015 des virements suspects, des dépôts de liquide dans le compte de Charles D. Et en vérité, en perquisitionnant chez certaines personnes, ils sont remontés l'enquête jusqu'à des renseignements généraux marocains. Et là, ils se rendent compte les renseignements extérieurs, excusez-moi. Et en fait, ils se rendent compte que là, c'est toute une machination où en fait, Charles D se retrouvait à donner des informations au royaume marocain à travers ce directeur, puis via une nouvelle personne qui s'en fait présenter, qui a été clairement présentée comme une personne des renseignements extérieurs marocains, qui est aussi fiché S en France. Alors suite à cette enquête, il y a beaucoup de choses, beaucoup de rebondissements. Je vous invite à lire dans Libération, mais il y a beaucoup de journaux qui ont repris déjà l'affaire. L'enquête de 4 pages de Libération, elle a l'air super intéressante et pertinente, donc c'est mieux de lire celle-là. On va se rendre compte aussi à un moment donné que les services marocains ne recherchaient pas que des affaires liées au terrorisme, puisqu'on retrouve chez le jeune directeur 2 fiches envoyées par l'ambassade algérienne,
suite au passage de ministres à l'aéroport, voilà, l'ambassade elle envoie au service de renseignement comme quoi les ministres vont passer pour assurer leur sécurité. Et puis ça, on a retrouvé ça chez le directeur de l'agence de sûreté. Incroyable. Et puis d'autres points encore par rapport à l'Algérie. En grattant un petit peu, ils interviewent un ancien directeur de la DGSI, si je me trompe pas, en tout cas des renseignements en France, qui expliquait un professionnel en la matière, qui expliquait que justement le Maroc, depuis les années 70, Hassan II avait mis en place ce service secret et que depuis toutes ces années, ils ont des liens étroits avec la France et les États-Unis et aussi avec de nombreux pays arabes, la totalité presque, sauf l'Algérie, bien évidemment. Et il explique même qu'ils entretiennent même des liens étroits parfois de manière exceptionnelle avec le Mossad d'Israël. Merci aussi. L'article, je crois que s'appelle, si mes souvenirs sont bons, Comment le Maroc espionne la France. Oui, en titre. En titre. En gros voilà. titre. Ouais. À lire, donc ça se passe dans Libération, le journal. On va enchaîner maintenant. Et vous pouvez donc évidemment réagir toujours dans cette émission en nous appelant, en laissant votre message sur le 06 18 21 56 41 24 heures sur 24 sur le mobile répondeur. On accueille avec nous maintenant quelqu'un que tu connais, mon cher ami Houssine. Oui. Abdelrahim Bouzelmat. Bonsoir monsieur Bouzelmat. Oui, bonsoir à vous. Salut Abdelrahim, comment tu vas? Ça va bien. Ça va. Alors je suis avec qui? C'est Houssine de Bibliothèse. Ah, bonsoir aussi, quel plaisir. Tu savais pas, surprise. Quel plaisir. C'est la preuve que tu n'écoutes pas l'émission. On se retrouve. Voilà, c'est magnifique. Alors Abdelrahim, je vous ai invité parce que il y a un livre qui est sorti quelques jours de la rentrée scolaire, un livre de Bernard Havet, principal de collège ou imam de la République. Cette espèce d'un cri d'alarme d'un ancien principal de 3 collèges des quartiers défavorisés de Marseille. Il dénonce dans ce livre l'islamisation galopante de ses élèves issus des cités du Nord. Vous êtes professeur, donc professeur de français dans l'un de ces collèges. Oui, professeur de français dans un collège des quartiers nord de Marseille, classé REP+, voilà, qui font partie des derniers établissements en matière d'avantages sociaux. D'abord, est-ce que vous avez fait une bonne rentrée? Oui, très bien. Je suis très content de retrouver mes élèves. Voilà, je suis très heureux de le faire. J'ai l'impression de faire le plus beau métier du monde et je suis bien content. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, monsieur Bouzelmat, de la situation relatée dans ce livre de cet ancien principal? Écoutez, je pense que d'abord il y a une espèce de crise de la nuance qui touche un peu l'ensemble de la société. Et comme disait Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et dans une autre citation, il dit bien nommer les choses, c'est réparer un peu le monde. Et je pense que nous sommes ici là dans l'exagération, ou en tout cas de mon point de vue, de celui qui est le mien. Je conteste pas le fait que ce monsieur ait vu d'autres choses que moi je n'aurais pas vu. Bon, en tout cas, si vous voulez, ce qui me chagrine un peu, ou en tout cas ce qui me laisse dubitatif, c'est que ce livre-là vienne de la main d'un proviseur, enfin en tout cas d'un principal, lequel, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas en contact direct avec les élèves. Ce sont les enseignants qui sont en contact direct avec les élèves, ce sont eux qui ont les élèves au quotidien. Et comme je le précisais ailleurs, les principaux des collèges ne voient quasiment que quelques élèves les plus turbulents, en tout cas ceux qui passent dans les conseils de discipline. Moi j'ai beaucoup de principaux auxquels j'ai parlé de certains bons élèves qui ne connaissaient pas du tout. Donc vous voyez déjà un peu l'angle de vue est biaisé, et si ce livre venait de la main de professeurs, c'est vrai que là on dirait attention, il y a quelque chose à faire, mais voilà. Concrètement, monsieur Bouzelmat, concrètement, est-ce que vous rencontrez au sein de votre collège en tant que professeur des problèmes liés à la religion dans votre établissement? Alors moi, j'ai enseigné dans plusieurs établissements. Il n'y a pas que dans les quartiers nord. J'ai enseigné dans des établissements qui étaient tout à fait corrects à propos au niveau des avantages sociaux. Mais en 4 ans dans cet établissement ou même dans d'autres établissements, moi je n'ai jamais rencontré de problème lié à la religion dans ma classe. Et Dieu sait que je pousse parfois très loin la provocation et la réflexion sur certains sujets.
je n'ai jamais. Alors évidemment, il y a des réflexions qui sont liées à la religion. Parfois, on ramène évidemment à la religion parce que de fait, ces établissements accueillent jusqu'à 90% des enfants musulmans. La question religieuse, elle est forcément là. Mais ils n'en font pas une obsession ou une affaire de fanatisme. Le fanatisme, c'est quelque chose qui absorbe tout en fait. C'est ça le fanatisme, c'est être complètement absorbé par une idée ou par une aspiration ou par quelque chose qui nous colle au cœur, ce qui n'est pas du tout le cas. Les élèves, ils s'amusent, ils s'éclatent, ils jouent, et puis parfois ils font dans la provocation en utilisant des expressions religieuses toutes faites qu'ils entendent à la maison, mais jusqu'à présent aucun des collègues avec qui j'ai travaillé n'a rapporté un fait lié à un supposé fanatisme des élèves. Deux questions, M. Bouzelmat a aussi peut-être des questions à vous poser. Est-ce qu'il n'y a pas là, peut-être, au travers de ce qui peut apparaître comme une minorité, parce qu'on parle toujours de la minorité agissante et beaucoup moins de la majorité silencieuse, mais pour le coup, faut-il peut-être pointer du doigt et peut-être alerter certains parents qui peuvent avoir des discussions au sein même de la maison, des discussions un petit peu, j'allais dire, franches et osées, devant leurs enfants qui peuvent avoir des conséquences par la suite. Ah oui, absolument. Alors, bon, je termine sur ce que je disais, puis je réponds à cette question. Vous savez, moi j'ai enseigné dans d'autres établissements qui étaient plus corrects. Et puis dans d'autres établissements aussi, moi j'ai entendu des élèves parler d'Hitler, parfois, parler de certaines choses, faire dans la formation aussi. Des élèves qui étaient socialement très avantagés, etc. Du coup, vous voyez, c'est même dans les établissements jugés corrects où il y a une certaine bourgeoisie qui vient, on fait dans la provocation à propos de certaines choses. Mais tout ça, ça reste de la provocation et les élèves, eux, n'ont pas conscience en fait de la portée de leurs mots, quoi que ce soit. Puis moi, je rejoins tout à fait ce que disait Victor Hugo, la faute des enfants, c'est la faute des adultes. Et là, j'embraye sur ce que vous venez de dire à l'instant. Oui, là, il y a un vrai problème, parfois, dans ce que les enfants peuvent entendre chez les parents. Alors, nos enfants à nous, qui sont majoritairement des musulmans, ce qu'ils peuvent entendre dans certaines mosquées, c'est vrai que là, ça laisse un petit peu pensif. Évidemment, oui. Alors, nous, il y a un problème aussi lié aux parents, puisqu'on rencontre pas souvent les parents. Nous avons des élèves qui sont complètement largués parfois, qui sont dans des familles d'accueil, qui vivent seuls avec avec leur mère. C'est très compliqué. Et puis, oui, il faudrait alerter les parents, mais encore faut-il être certain que les parents puissent eux-mêmes entendre ce que nous avons à leur dire. Est-ce qu'il est vrai, Monsieur Bouzelmat, puisque vous êtes sur le terrain, donc c'est peut-être l'occasion de poser des vraies questions, que ces jeunes rejettent ou refusent en tout cas certaines valeurs de la République? Est-ce que c'est le cas concrètement? Alors ils le font, mais pas de manière idéologique. Ils le font toujours dans la provocation. Ils testent. Ce sont des adolescents, ce sont des petits qui se forment, donc ils se forment, et quand on se forme forcément contre quelqu'un. C'est comme ça que l'on devient soi-même d'ailleurs. Mais alors par rapport à, moi vous voyez, je discute beaucoup. Moi, je suis dans la discussion. Je suis beaucoup j'essaie d'apporter un peu plus de nuances. Et puis, nous ne sommes pas là pour donner des vérités à nos élèves. Nous sommes là pour déclencher l'activité intellectuelle chez eux et les conduire à faire usage de leur propre intelligence. Ça, c'est le but d'un enseignant. Il n'est pas là pour dire ce qu'il faut penser, et il est là pour pousser à penser. Maintenant, ces élèves-là, oui, ils se montrent parfois en opposition par rapport à ce qu'on leur dit, mais je pense que c'est dans l'ordre des choses. Il n'y a qu'à lire les vieux livres du 19e siècle, du 20e siècle, les élèves se sont tout le temps opposés à leurs professeurs. Là, nos élèves à nous, dans les quartiers nord, ils le font, et parfois ils empruntent la voie de la religion pour le faire, mais c'est une voie parmi tant d'autres. Nous sommes purement dans la provocation du monde des adolescents, mais il n'y a pas de racisme calculé, idéologique ou quoi que ce soit. Tout ça, c'est de l'ignorance. Abdelrahim Bouzelmat, professeur de français dans un collège donc des quartiers nord de Marseille, vous écriviez récemment dans un article que la langue française est peut-être un rempart contre la violence et l'endoctrinement. Dans quelle mesure précisément? Écoutez, je pense que la langue française, quand je parle de la langue française, je parle aussi de sa littérature. C'est une langue qui est magnifique, qui est infiniment riche, et dont les écrivains l'ont fait aimer au monde entier. Moi, j'appelle à ce qu'on fasse de la langue française quelque chose qui viendrait contrecarrer en tout cas toutes ces mauvaises influences,
Parce que les mots, la richesse du lexique, la richesse des mots permettent de mieux percevoir d'abord le message que l'on reçoit et le message que l'on transmet. Alors, tout est fait dans la nuance. Tout est fait et la radicalité de la langue, c'est-à-dire la pauvreté de la langue française, conduit à une absence de nuance et l'absence de la radicalité en elle-même. Du coup, les élèves, lorsqu'ils n'arrivent pas à penser quelque chose, ils choisissent des mots de substitution et parfois ils prennent des mots extrêmes. Moi, j'avais cité ça dans un article, j'avais donné une anecdote qui avait fait rire, mais en même temps qui fait réfléchir. Au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, j'avais demandé à mes élèves ce qu'ils en pensaient, et puis les élèves, tout ce qu'ils trouvaient à dire, c'est abusé. Or, il se trouve que le mot abusé, ils l'utilisent pour lorsqu'on leur donne un devoir, quoi que ce soit. Vous voyez, il y a un mélange, et comme les mots ne sont pas suffisants, alors on mélange des choses, et lorsqu'on mélange au niveau du langage, eh bien, la pensée est conduite sur ce chemin. La langue française, lorsqu'elle est enseignée dans ses nuances, dans sa beauté, dans sa littérature, dans sa poésie, lorsqu'on en a la maîtrise, il est impossible qu'on verse d'un mauvais côté, parce que la clé de ceux qui endoctrinent les jeunes, ils utilisent d'abord la langue, c'est d'abord le verbe. Et du coup, comprendre ce verbe et le maîtriser, c'est avoir ses propres remparts. Ce sera là ma dernière question avant de laisser la place à Hossein, qui peut-être vous a côtoyé d'un point de vue plus personnel en tant qu'auteur, entre guillemets. Je sais que ça paraît un peu compliqué, mais sachant que dans un pays laïque, est-ce qu'il quand même ne serait pas intéressant de faire un travail d'essayer de parler religion, mais de vraie religion, au sein, peut-être pas des établissements, mais de parler à ces jeunes et de leur parler de ce qu'est réellement la religion, l'islam? Oui. Alors, la religion, c'est quelque chose qui est enseigné dans nos établissements, mais de manière culturelle. D'ailleurs, vous me rappelez quelque chose, parce que quand j'ai enseigné dans un milieu plutôt bourgeois, un jour, il y a des parents qui voulaient en tout cas empêcher leur enfant de venir à l'école, parce que j'allais entamer une séquence sur la Bible. Moi, la Bible, je voulais l'enseigner de manière purement culturelle. On doit tout à la religion, puisque la religion elle-même, elle est au fondement de la culture et de l'art qu'on connaît actuellement. La religion, lorsqu'elle est bien maîtrisée, lorsqu'elle est entre des gens éclairés, elle fait naître l'art et la culture. Je veux dire, la société dans laquelle on vit, elle doit quasiment tout, bien sûr qu'elle doit à d'autres religions, mais quasiment tout à la religion chrétienne. Tous les calendriers, tous les musées, tout ce que nous avons puise ces sources-là. Maintenant, aujourd'hui, nous passons à une étape où les élèves reçoivent les influences sur des réseaux sociaux d'un peu partout. Oui, il serait peut-être temps d'enseigner, alors la religion, pas l'enseigner, mais en tout cas l'expliquer de manière à faire face aux nouvelles menaces qui viennent d'Internet et qui viennent de ces réseaux, ou bien de toute cette technologie nouvelle qui est entre les mains des enfants. Mais alors il faudrait réfléchir à comment enseigner les choses, mais l'enseigner de manière à les protéger. Oui, moi je suis pour. Monsieur Bouzelmat, Hossein Ras vous a rencontré dans le cadre de Bibliothèse, n'est-ce pas Hossein? Oui, exact, ouais. Alors, raconte-nous un petit peu cette rencontre. Alors, c'était super, parce que franchement, en face, on avait plus qu'un professeur, c'était super prof, moi, je disais souvent. Parce qu'en fait, vous m'avez permis d'être à l'aise ce jour-là, et je vous en remercie encore. Franchement, ça se sentait, merci à toi, encore une fois. En fait, on l'avait invité justement par rapport à un thème, le monde andalou, de l'époque, justement, l'Andalousie, la magnifique Andalousie, où les religions se côtoyaient et avaient créé beaucoup de richesses ensemble. Mais la soirée, elle était tellement passionnante que finalement, on a tourné autour du personnage Abderrahim Bouzelmat. Voilà, on a écouté son cursus, sa manière d'enseigner justement qui est unique, qui est originale. Il nous avait raconté, je me rappelle, qu'il donnait des dictées à ses élèves, par exemple parfois sur un texte d'Ayam comme le sachet blanc. Donc voilà, au moins ça t'intéresse, mais en même temps il y a un thème qui est derrière, qui peut te toucher, qui peut te sensibiliser à quelque chose. Donc c'était une très très belle soirée, on en a tous gardé un très bon souvenir et tout le monde en reparle encore jusqu'à aujourd'hui. Et moi donc. C'est clair. Et moi, pour en revenir alors un petit peu à tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, on peut croire qu'à un quartier à Marseille, où il y aurait une majorité de musulmans, comme ce serait pas un truc choquant, où il y a un collège comme celui-là. Mais c'est pas à cause de ce ghetto éducatif qui existe, c'est les institutions en place qui gèrent cette carte scolaire de la même manière qu'ils gèrent les attributions de logement. Après, ils s'étonnent. Moi, je pense que le principal proviseur qui a écrit ce livre-là n'est pas si proche des élèves, comme a dit Abderrahim, pour avoir un avis super objectif. Je pense qu'il a essayé de caricaturer pour créer le buzz pour son livre. Moi, je l'ai
l'ai pas lu, donc je me permettrai pas de le juger encore tant que j'ai pas lu ce livre-là. Mais pour parler de ce que je connais, je voulais donner un exemple, le Petit Bar. Quand on voit dans un quartier que des mamans, les mamans du Petit Bar, hein, qui se battent contre une ghettoisation forcée de leur quartier qui est à 99% marocain, d'origine ethnique, où il y a un seul 1% qui est partagé entre les Algériens et les Gitans, que les professeurs sont blancs, ils viennent de l'extérieur, etc. Quand on voit que tes parents essaient de tirer la sonnette d'alarme, que cette communauté elle-même essaie de lutter contre ça, mais qu'on crée un réel déni, comme quoi ils ont jamais rien dit, qu'on fait semblant de pas écouter, et puis quelques années plus tard, quand un professeur sort un bouquin pour créer le buzz, comme les médias ont suivi, donc tout le monde va tirer le système d'alarme. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça, donc le Petit Bar, c'est un vrai exemple. En tout cas, moi, pour ma part, à Sarcelles, tout le monde sort des petites phrases à connotation musulmane, par exemple Wallah ou sur le Coran, qu'ils soient antillais, haïtiens, français. Tu viens à Sarcelles, dans tous les collèges et les lycées, on parle tous comme ça avec des mots arabes qu'on peut peut-être qu'un professeur ou un principal qui n'est pas de cette communauté-là pourrait, ou qui n'est pas de nos quartiers, pourrait croire que c'est une phrase musulmane ou islamique, alors que c'est juste une phrase arabisée, comme on pourrait pas dire une phrase en anglais, etc. Donc il y a aussi des élèves qui parlent de la Shoah, etc. Mais c'est vrai qu'à Sarcelles, on va pas en rigoler. Ou à Paris, on va dire oui, voilà, ils se foutent de la gueule de la Shoah. Non, pas du tout. C'est pas la première critique que font les élèves. Les élèves, ils allument la télé, on leur parle de la Seconde Guerre mondiale sur toutes les chaînes. Moi, j'ai grandi avec la Seconde Guerre mondiale jusqu'à me dégoûter de la télé et des documentaires. Pourtant, j'ai rien contre la communauté juive. Je suis un fanatique de l'histoire. Je connais cette histoire par cœur et je suis un anti-nazi convaincu, etc., etc. Mais quand même, la redondance des programmes à l'éducation nationale, plus à la télé, etc., ça peut créer une certaine frustration dans la jeunesse des quartiers et pas forcément musulmane. En un mot, monsieur Bouzelma, parce que la pub arrive, sur ce que vient de dire Ossine, vous partagez? Alors, moi je comprends ce que dit Ossine, évidemment, je rejoins tout à fait ses propos sur le quartier du Petit Bar, il me semble que c'est à Montpellier. Oui. Moi je rejoins ses propos là-dessus parce qu'il y a une ghettoisation aujourd'hui en France, et ça tous les grands observateurs sur le terrain le disent. Il y a un livre qui a été publié sur Marseille, La fabrique du monstre. Je trouve le titre absolument édifiant, absolument clair. Ces quartiers sont des fabricateurs de monstres. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Du coup, je pense que le problème des cités déborde sur l'école. C'est-à-dire que comme le quartier de la Castellane, par exemple, à Marseille, vous avez quasiment l'établissement, il y a que le quartier de la Bricarde et de la Castellane qui se le partagent. C'est-à-dire, vous avez des élèves de la maternelle jusqu'à la fin de la troisième et puis au lycée, ils ne se côtoient qu'entre eux. Ils ne se voient qu'entre eux. Du coup, il y a un racisme qui est créé. C'est-à-dire, alors un racisme, encore une fois, c'est un racisme d'ignorance. On n'aime pas quelqu'un parce qu'on le connaît pas. Et comme il y a une absence de mélange et que Marseille, c'est une ville qui est extrêmement étendue, qui fait 2 fois et demi Paris intramuros, du coup, les gens ne se côtoient pas, ne se voient pas. Monsieur Mouzelbat, je suis désolé de vous interrompre, mais la pub arrivant, on sera en tout cas amené à se reparler. Merci beaucoup de nous avoir accordé quelques minutes pour parler de votre situation en tant que prof dans les quartiers nord de Marseille. À très bientôt. Dans un instant aussi, on joue, messieurs dames, c'est le moment d'appeler 01 40 33 9000. J'ai une paire de Ray-Ban à vous offrir, offert par Entrevue Optique. Il faut appeler, hein. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous sur France Maghreb 2, et on va jouer dans un instant avec Osinras, amis auditeurs, auditrices, au quiz du LGF pour vous faire gagner une paire de Ray-Ban, superbe paire de Ray-Ban de lunettes donc, magnifique, offert par Entrevue Optique du côté de Villepinte, dont je vous rappellerai les coordonnées bien sûr dans quelques instants. 01 40 33 9000, n'hésitez pas, voilà, à nous appeler maintenant. Il reste une place pour venir et participer au quiz du LGF, affronter Mohamed qui lui est sur la route, qui attend patiemment. Donc allez-y, 01 40 33 9000. Maintenant, tout de suite, le premier et la première à nous appeler participera donc au quiz du LGF pour affronter Mohamed et repartir donc avec une paire de lunettes, une paire de Ray-Ban offert par Entrevue Optique du côté de Villepinte dans le 93 pour une valeur maximum de 169 €. Donc c'est pas un petit cadeau, messieurs dames, hein. C'est un beau cadeau que vous offre notre partenaire cette semaine, Entrevue Optique. Donc 01 40 33 9000. Petite réaction aussi avant de jouer avec Mohamed et avec les auditeurs au 01 40 33 9000. Oui. Abdelrahim Bouzelmat, donc quelqu'un que tu as rencontré, quelqu'un de très intéressant qui nous a parlé du terrain, du terre-terre comme on dit. Exact, ouais. Voilà. C'est un prof super original et je pense que les élèves qui l'ont, ils ont une grosse chance et bonne rentrée à eux avec ce professeur ce super prof.
Vraiment, nous on a passé une excellente soirée à Bibliotest. Vous pouvez retrouver ça sur notre page Facebook. J'en profite pour faire un peu de pub. Vous allez sur Facebook, vous tapez Biblio_test, TE2S à la fin. Et puis vous regardez les vidéos, vous tomberez sur celle de Abdelrahim Bouzelmat qui est magnifique. Et puis vous jetterez un coup d'œil aux autres. Et nous on se retrouve à la fin du mois pour la 7e édition de Bibliotest. On en reparlera plus tard. Super. Merci. On aura l'occasion évidemment d'en reparler. C'est parti pour le quiz du LGF. Toute cette semaine à gagner, offert par Entrevue Optique au 27 avenue Édouard Branly, 93 420 Villepinte. Une paire de Ray-Ban pour une valeur maximale de 169 €. Entrevue Optique au 01 49 63 01 46 sur Facebook. Entrevue Optique IC à la fin. Et puis bien entendu, il est ouvert du mardi au samedi. Il vous offre donc cette paire de Ray-Ban offert par Entrevue Optique toute cette semaine. Pour jouer avec nous aujourd'hui, Mohamed. Salut Mohamed. Salut. Bonjour Mohamed, bienvenue. Présente-toi un petit peu aux auditeurs. T'as quel âge? Tu nous appelles d'où? Que fais-tu dans la vie? On veut tout savoir. Bah écoute, je suis chauffeur poids lourd, je t'appelle de la région parisienne. Ouais. Et puis moi je viens du Pas-de-Calais, donc c'est une radio qu'on capte pas là-bas chez nous. Ah, c'est où dans le Pas-de-Calais? C'est où? De Lens. De Lens, ah oui, mythique. Alors à Lens, vous avez un truc, c'est le stade, à la Bollard Club. Ah, j'adore. J'aimerais en tout cas aller voir un match là-bas, bien que Lens ne soit plus en première division. Entendre chanter la chanson de Bachelet là, il paraît que c'est magique. Ouais, c'est formidable. Bon Mohamed, tu t'es routier, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu transportes quoi? Des pièces automobiles pour le moment. Bon. Et sinon de tout. Sinon j'ai un truc là, j'ai une plaquette de frein et un disque là, c'est un truc qui tombe du camion, j'en aurais besoin. Ça peut jouer ou pas, Mohamed? Il n'y a pas ça, justement, il n'y a pas. C'est de l'équipement intérieur que j'ai. Ah mince, ok, d'accord. T'as pas un petit siège? Tu recherches pas un siège d'une voiture aussi? Au cas où on garde ça peut arriver, ça peut arriver. Au cas où on garde ton numéro. Voilà, on garde ton numéro, ok Mohamed. Bon, tu vas jouer face à Karim qui nous appelle de Drancy. Salut Karim. Oui, allô? Oui, bonsoir Karim, comment tu vas? Oui, ça va et toi? Bah écoute, parfait. Présente-toi un petit peu aux auditeurs, un petit peu le même topo que Mohamed. Tu fais quoi dans la vie? T'as quel âge, etc. Bah en fait, j'ai 31 ans, je suis chef de chantier du côté de Asnières. Ouais. Voilà, donc ça fait 2 ans que je suis à ce poste. Bon bah super, bah écoute Karim, bienvenue à toi. Alors Mohamed, merci. Karim, je vous explique le principe, j'ai un chrono qui dure 1 minute, j'ai 5 questions chacun, pour chacun d'entre vous. On va commencer par Momo, hein? Parce que Momo, il est chaud. Je suis chaud. Il est chaud patate pour gagner une paire de Ray-Ban, Momo. Tu pourras flamber dans ton camion comme ça. Momo, tu nous appelles d'où déjà, excuse-moi? Il nous appelle de la route. T'habites où, Momo? Dans le Pas-de-Calais, il habite. Pas-de-Calais, j'habite à Lens. À Lens. À Lens, d'accord, ok. Parle comme ça, là-bas. D'accord. Bon, on y va, Mohamed. Donc, tranquille, t'as 1 minute. Le tout, c'est d'essayer de répondre aux 5 questions, d'accord? Ouais, je t'en prie, vas-y. On y va, t'es prêt? Oui. Allez, yallah, c'est parti. Bon courage, top départ. Première question, Mohamed. À la tête de quel pays Hassan Rouhani a été élu en 2013 président? Du Pakistan ou de l'Iran? Du Pakistan. Avec la laine de quel animal fait-on du cachemire? Est-ce un mouton ou une chèvre? Waouh, une chèvre. Quelle est la capitale de la Côte d'Ivoire? S'agit-il de Yamoussoukro ou de Abidjan? Abidjan. Quelle est la 3e personne du singulier du présent de l'indicatif du verbe résoudre? Il résout ou il résolve? Répète-moi s'il te plaît. Quelle est la 3e personne du singulier du présent de l'indicatif du verbe résoudre? Il résout ou il résolve? Il résout. Il résout, oui. Quelle est la première ville du monde à s'être dotée du métro? Est-ce Londres ou Paris? Londres. Voilà pour les 5 questions. Il a même pas fait 1 minute, donc c'est parfait. On verra. Qu'en penses-tu, Mohamed? Bah écoute, je pense pas à 5 sur 5, mais je suis pas loin, quoi. Bon, on va voir en tout cas comment va se dépatouiller notre ami Karim. Moi je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs. Ah ouais, tu penses qu'il y a beaucoup d'erreurs? Ouais. Ah, désolé, aussi n'est pas confiante concernant Momo. Bon, on verra. Je te souhaite. On verra. Karim. Oui. Drancy, est-ce que vous êtes chaud patate à Drancy? Je suis chaud. Bon, allez, c'est parti avec un petit questionnaire là concocté juste pour toi. C'est parti. Top départ. Alors, question pour notre ami Karim. Quels célèbres dirigeants se sont réunis à Yatta en février 1945? S'agit-il de De Gaulle, Churchill et Truman ou Churchill, Roosevelt et Staline? La 1 ou la 2? Allez, réponds. 1, 2. La 1. Très bien.
Quelle est la hauteur du Mont Blanc? Est-ce 4208 mètres ou 4808 mètres? 4800. Quel fleuve traverse le Liban, la Syrie et la Turquie? S'agit-il du Tigre ou de l'Oronte? Tigre. Où se déroulera la prochaine Coupe du Monde de football? Est-ce en Russie ou en Ukraine? Russie. Quel est le plus grand animal de la planète? Est-ce la baleine bleue ou la baleine blanche? La baleine bleue. La baleine bleue pour notre ami, notre aussi Karim. Bon, alors, eh bien écoutez, on va voir un petit peu ce qu'il en est pour vous. On va passer en revue vos différentes réponses. C'est parti, Mohamed, Karim, qui va remporter ce match? Eh bien, réponse tout de suite. Mohamed, première question que je te posais, à la tête de quel pays Hassan Rouhani a été élu président en 2013? Tu m'as répondu le Pakistan, c'est une première erreur, il s'agissait de l'Iran. Karim, à la question, quels célèbres dirigeants se sont réunis à Yalta en février 1945? Churchill, De Gaulle et Truman, ou Churchill, Roosevelt et Staline? Tu m'as répondu la 1 ou la 2? J'avais dit la 1 et c'est la 2. La 1 et c'est la 2. Eh ouais, bon. On va voir donc 0 point marqué, 0-0. Attention, 0-0. Attention Mohamed, pour la deuxième question. Avec la laine de quel animal fait-on du cachemire? Tu m'as répondu le mouton ou la chèvre? La chèvre. Et c'est une première bonne réponse, mon cher ami Mohamed. Très bien. Karim, merci. À la question suivante, qui était donc, quelle est la hauteur du Mont Blanc? 4208 mètres ou 4808 mètres? Tu m'as répondu 4808 mètres. C'est une bonne réponse. Un partout, les gars. Et les deux, ils ont répondu au hasard. Hein. Et les deux, ils ont répondu au hasard. Un partout pour les gars. Attention, on y va. Pour cette troisième question que je te posais, mon ami Mohamed. Quelle est la capitale de la Côte d'Ivoire? Yamoussoukro ou Abidjan? Tu m'as répondu Abidjan. Et c'était Yamoussoukro. Oh putain. Eh ouais, la capitale de la Côte d'Ivoire? Eh ben oui. Allez non. voir sur internet tout de suite. Spécialiste des capitales. Yamoussoukro, les gars. Voilà. Paf. Mon ami Karim, quel est le fleuve traversé par le Liban, la Syrie et la Turquie? Tu m'as répondu le Tigre, non, c'était l'Oronte. Bah pour les deux questions, j'aurais répondu comme eux. Le Tigre et Abidjan. Bon, alors là, c'est toujours un partout finalement là. Ouais, toujours un partout. Toujours un partout. C'est Attention dur, hein. Pour la quatrième question, pour poser à Mohamed. Quatrième question qui était la troisième personne du singulier, du présent, de l'indicatif, du verbe résoudre. Tu m'as répondu il résout. C'est effectivement il résout. Karim, où se déroulera la prochaine Coupe du Monde de football? En Russie ou en Ukraine? Tu m'as répondu évidemment la Russie. C'est un petit cadeau. Hein, deux partout les gars. Attention, tout va peut-être se jouer sur cette question. Quelle est la première ligne de métro? Quelle est la première ville du monde à s'être dotée du métro? Tu m'as répondu Londres ou Paris, Momo? Je pense que Londres. C'est Londres et c'est une bonne réponse. Karim, quel est le plus grand animal de la planète? Est-ce la baleine bleue ou la baleine blanche? Tu m'as répondu Baleine bleue. Baleine bleue. Et c'est effectivement une bonne réponse. On est à égalité parfaite, les gars. Question subsidiaire qui va devoir vous départager. On en a parlé tout à l'heure. Je vous demande l'année, messieurs. L'année de la disparition de Mère Teresa. C'était un 5 septembre. Quelle année? Proposition, Mohamed. C'est une question que tu nous poses à deux ou? Oui, à vous deux. Attention, allez-y, il n'y a pas de choix multiple. Allez-y, balancez. Celui qui s'en approche le plus près a gagné. Écoute, 1900... On a parlé tout à l'heure. Ouais. Attends. Vite. C'est Mère Teresa qui va Mère faire Teresa, gagner allez une vite. 2003. 2003. Pour toi, Karim, tu nous dis? Allez. 2000. Karim s'approche le plus de la bonne réponse. C'était 1997. Bravo, Karim. Bravo, les gars. Ça a été un match de coq là, de dur. C'est vraiment dur là. Ouais, vous avez été au top, hein. Bravo Mohamed. Karim, tu as gagné. C'était 1997, donc c'est le 20e anniversaire de la disparition de Mère Teresa. On en a d'ailleurs parlé tout à l'heure. Voilà, comme quoi il faut écouter le LGF, c'est important. Et on avait répété, un petit indice, on avait répété. Encore 20, ça fait 20 ans déjà. On avait répété 20 ans déjà. 20 ans déjà. Bon, moi je suis désolé, en tout cas, peut-être que tu auras l'occasion de rejouer. Je t'en prie, je t'écoute régulièrement tout à l'heure. Si je t'ai pas écouté le LGF, c'est parce que je captais pas. Bon, alors où j'étais, tout simplement. Sois le bienvenu, mon ami Mohamed, à bientôt. Bravo à toi. Je t'en prie, à bientôt. Ciao, merci, ciao. Karim, bravo à toi en tout cas, Drancy. Tu vas pouvoir aller sur place la retirer, la choisir ta paire de lunettes. Juste à côté, parce que c'est à Villepinte. Offert par Entrevue Optique au 27 avenue Édouard Branly, 93 420 Villepinte.
Le numéro de téléphone, je le rappelle, messieurs dames, 01 49 63 01 46. Allez-y de la part de France Maghreb 2, vous allez voir, il va vous gâter. Bien sûr. Facebook, c'est Entrevue Optique IC. C'est ouvert du mardi au samedi, donc c'est ouvert. Et ils ont même un Snapchat. Un Snapchat aussi, ah ouais, voilà. Entrevue Optique. Karim, c'est une paire de lunettes, donc Ray-Ban, que tu vas devoir choisir pour une valeur maximum de 169 €. Je crois que tu vas te faire plaisir, mon ami. Hein. Et quand tu iras chez cet opticien, là que tu vas recevoir, je doute pas que tu vas leur faire encore plus de pub derrière, parce que c'est une petite jeune équipe de quartier aussi qui a ouvert leur opticien et qui fonctionne super bien. Et j'espère que tu nous feras un retour. Une petite photo, mon ami, une petite selfie avec ta nouvelle paire de lunettes. Bon, Karim, encore félicitations, bravo. Tu ne quittes pas, on va prendre toutes tes coordonnées. Et puis encore bravo pour ce match de haut niveau que vous nous avez offert avec Mohamed aujourd'hui. Bravo les gars. Bravo à vous deux. Ne quitte pas, Karim. Autre paire de lunettes demain dans cette même émission à 17h30 dans le quiz du LGF. On s'est régalé aujourd'hui. Hein. C'était bien. Pas mal. Hein, ouais. Bon, maintenant passons. Avant de passer au coup de cœur de notre ami Ossine, comme quoi le temps passe super vite dans cette émission, quand on est bien, c'est forcément bien. C'est là que ça se passe. Donc, tu nous as choisi dans la playlist de la team LGF aujourd'hui un titre, mon ami Ossine. Quel est ce titre et pourquoi tu souhaites nous faire écouter ce titre? Je t'écoute. En fait, ce titre, c'est Boy Barbetta, un jeune artiste de Gare-Sarcelles. Donc c'est un petit frère à moi qui cartonne, voilà. Ce son-là n'a pas été mis en avant beaucoup parce qu'il l'a fait vraiment avec le cœur. Ça s'appelle La violence des hommes. Il a été écrit à l'été 2014 sous les bombardements de Gaza. Aujourd'hui, voilà, on le dédicace. LGF, le grand forum. Merci messieurs dames d'être avec nous. Je rappelle que l'émission est rediffusée à toutes fins utiles pour ceux qui auraient loupé les grands moments de cette émission, à savoir l'interview tout à l'heure de Elsa Lefort, qui est l'épouse de Salah Amouri, qui a répondu à nos questions. Il nous a donné des nouvelles de son époux tout à l'heure, et également Abdelrahim Bouzelmat, avec qui nous avons passé un bon moment aussi pour parler des enfants au travers d'un livre sorti de la part d'un principal qui dénonce dans son livre, quelques jours avant l'entrée, histoire de faire bien le buzz, l'islamisation des élèves dans les quartiers dits défavorisés. Abderrahim Bouzelmat a tenu à apporter quelques nuances à l'auteur de ce livre. Donc voilà. Avant de retrouver le coup de cœur de Ossine, tout de suite je vous parle des éliminatoires de la Coupe du Monde de football 2018 en zone Afrique. Le Cameroun n'ira pas en Russie, match nul insuffisant, un partout face au Nigeria. Les Nigérians, eux, sont en tête de leur groupe avec 10 points, soit 6 de plus que la Zambie qui sera en Algérie aujourd'hui. L'Algérie qui est quasiment éliminée malheureusement de la Coupe du Monde. Dans le groupe A, la Guinée s'est inclinée face à la Libye, 1-0, alors que la République démocratique du Congo et la Tunisie s'affrontent aujourd'hui à Kinshasa avec une victoire impérative pour les Léopards. Au programme également Burkina Faso, Sénégal, Côte d'Ivoire, Gabon, Mali, Maroc, Égypte, Ouganda, Congo, Brazzaville, Ghana et Afrique du Sud, Cap-Vert. Voilà pour le programme. Et saluons la bonne performance du Maroc qui avait gagné son match 6-0. Incroyable. Allez, c'est parti pour le coup de cœur de notre ami Ossine Ras qui nous emmène en région parisienne du côté de Ivry dans le 94. Voilà, alors France Maghreb 2. Le jingle. Le coup de cœur. Ah oui. Yeah. Donc tu voulais nous parler de... Voilà. Ah oui, c'est le mauvais écoute. En fait, j'avais mes écouteurs de téléphone, j'avais pas le casque. Désolé. En fait, moi, je voulais vous parler d'un événement qui a été peu médiatisé, parce que très peu de communication autour de ça, mais voilà, ça prouve encore sa sincérité et sa pertinence. Ça s'appelle Mémoire et futur des banlieues. C'est organisé à Ivry-sur-Seine. C'est ce dimanche 10 septembre 2017 à partir de 15h30. Ok. Donc à Ivry-sur-Seine, c'est au théâtre Hama Meliani. 70 boulevard Gosna, je sais pas comment on le dit, c'est Gosnat, à Ivry-sur-Seine, donc métro 7, mairie d'Ivry. Au programme, c'est un programme riche en culturel et en débat, puisque dès 16h, 17h, il y aura une représentation justement de la troupe de théâtre Hama Meliani, d'après une pièce de l'auteur du même nom, Le Rosier Carnivore. Donc voilà, c'est un auteur tunisien qui gère cette salle-là et qui a une troupe de théâtre qui va nous faire découvrir son équipe. Et puis ensuite, il y aura Une saison en enfer d'Arthur Rimbaud. Donc ces deux pièces jouées par... Voilà, c'est la communauté des quartiers et la communauté maghrébine, puisque c'est organisé par l'Éco des cités et le théâtre Hama Meliani en collaboration. Ensuite, à partir de 17h, il y aura une projection cinéma plus débat. Il y aura le magnifique film que je conseille à tout le monde qui s'appelle Ils l'ont fait, de Saïd Baji et de Majid Edaiken.
Majid Taikan qui s'était présenté aux élections législatives dernières. C'est deux magnifiques personnes qui ont fait un magnifique film que j'ai vu plusieurs fois et que je vais encore revoir ce dimanche-là parce que franchement on s'en lasse pas. Moi je le conseille à tout le monde. Ensuite il y aura une très belle soirée à partir de 20h, c'est une soirée musicale Les Nuits d'Alep avec Bessam, Nizar et Mohamed Bar. Donc je les connais pas personnellement, je pourrais pas en dire plus, mais je pense qu'on va découvrir quelque chose de magnifique ce jour-là. Je vous le répète, c'est ce dimanche 10 septembre à partir de 15h30 et c'est du côté du théâtre Hama Meliani, 94 200 Ivry-sur-Seine. Venez nombreux. Il me reste quelques minutes peut-être avec toi, quelques secondes pour parler de la situation de quelques familles et pas moins de 200 familles à Grigny qui ont subi un incendie de leur tour cet été et qui se retrouvent visiblement à la rue ou quasiment. Exactement. Donc on va essayer d'avoir des personnes de Grigny ces prochains jours qui pourront nous expliquer mieux la situation. Selon la municipalité en place, les familles elles ont été toutes relogées. Cependant, selon des personnes sur place de sources sûres, tout le monde n'a pas été relogé. Il y a des personnes qui ont honte de demander, par rapport à leur dignité, etc., qui sont cachées dans des voitures ou qui sont hébergées chez la famille. Mais les personnes en charge de ce dossier font semblant que tout le monde a été relogé. Donc, on n'a pas encore réellement des pistes, mais dès qu'on aura des personnes de sources sûres, on les invitera à l'antenne, on pourra en parler plus longuement. Merci beaucoup aussi. En tout cas, ce fut une très très belle émission encore une fois aujourd'hui que vous pourrez écouter ce soir à minuit pour la rediff et puis bien entendu. Et j'en profite puisqu'on a encore quelques minutes de parler d'un petit truc qui se passe à Clermont-Ferrand lundi 11 septembre. C'est Trouver votre service civique. C'est organisé par les jeunes du quartier. Il y aura des entretiens, rencontres immédiates toute l'après-midi de 15h à 19h pour les 16-25 ans et pour les 30 ans en situation de handicap. Il y aura des indemnisations, des possibilités d'avoir des indemnisations pour le volontariat de 580 € par mois. Il y aura 15 structures présentes dans différents domaines: sport, culture, animation, environnement, communication sociale, éducatif. Il y aura des entretiens sur place, des ateliers, et vous pourrez au moins, pour les plus jeunes, vous dépanner un petit job pour pouvoir essayer d'avancer, vous structurer avec Et on vous salue à Clermont-Ferrand 94 FM, la fréquence. Toujours. Vous pouvez écouter aussi les émissions en podcast sur la chaîne YouTube France Maghreb 2. Et n'oubliez pas aussi de télécharger l'application France Maghreb 2 pour ainsi rester connecté à votre radio. Et c'est à la maison de quartier Saint-Jacques, j'ai oublié de dire. Voilà, lundi en septembre. Maison de quartier Saint-Jacques à Clermont-Ferrand. Merci beaucoup, mon ami Ossine. Demain, on parlera des Rwandja avec Sakina de l'association Ameb. Et on jouera une nouvelle fois pour vous faire gagner une paire de Ray-Ban avec Zebelus et une nouvelle chronique demain.